Merci Olivier pour cette introduction très riche et je me suis beaucoup retrouvé dans ton discours de synthèse parce que ça fait des années que je vis en fait dans un univers mix entre l'informatique et le marketing et c'est vrai que je trouve que ce que tu as dit est particulièrement probant. Moi ce matin je voulais vous parler plutôt du passage un petit peu de la vision à la réalité. Donc quand on est conscient en tant que marketeur qu'il y a des plans d'action à mettre en place dans son entreprise et qu'on va voir sa direction générale en leur expliquant que derrière il faut qu'on avance parce qu'on a envie en fait de bien faire les choses. Donc je voudrais un peu vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans tous les cas, l'expérience qu'on ressent nous chez Amabis. Alors déjà en fait globalement, ce qu'il faut en fait quand on est marketeur, c'est, je dirais, avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Donc, il faut qu'on ait des envies. Et donc, l'idée quand même du marketeur, c'est de transformer vos envies marketing en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Donc, moi, si je fais une synthèse en fait vraiment raccourcie de ce qu'a dit Olivier, ça tient en deux choses. La première, c'est la création de parcours clients cohérents. Et cette phrase est lourde de sens parce que derrière, créer des parcours clients cohérents, ça implique énormément de choses. Ça veut dire, et on va le découvrir, avant d'arriver à une finesse où on n'est pas intrusif par rapport à son client, qu'on rentre pas dans les notions de spamming, qu'on propose une offre au bon moment à la bonne personne, bref, tous les vieux classiques, on va dire, du marketing one-to-one qu'on connaît tous depuis 30 ou 40 ans. Pour arriver à cette finalité, ça nécessite énormément de travail. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est important, c'est qu'à un moment donné, on travaille quand même dans le contexte d'une entreprise, donc on doit quand même rester dans une logique de ROI, parce que si on n'a pas de ROI, arrive un moment, on est la danseuse de l'entreprise, et donc ça n'a plus du tout de sens. Donc ça, je dirais, ce sont les deux points très importants. Alors, quand on est marketeur, aujourd'hui, en fait, on se dit, bah voilà, moi, j'ai envie de mettre en place un nouveau service pour mes clients. Et quand je regarde un petit peu le panel des solutions qui existent sur le marché, il y en a vraiment un grand nombre. Donc aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent sur le marché qui, en tous les cas sur le papier, répondent exactement à mes attentes. Donc je me dis, bah pas de problème. Et c'est la phrase du dessous, en fait, hein, à chaque problème, sa solution. Donc super, je me dis, bah génial, je vais régler mon problème. Et en plus, quand j'arrive en fait dans un salon, par exemple, on me dit, attendez monsieur, en plus l'avantage chez nous, c'est que c'est super simple, c'est-à-dire que c'est du plug and play, il n'y a rien à faire, ça se met en œuvre en quelques semaines, sans prérequis techniques. Je me dis, bah là c'est merveilleux, parce que moi j'ai des données, Olivier tout à l'heure faisait allusion aux données, j'ai des données, je sais que j'ai quelques problèmes, bon c'est pas vraiment mon métier, mais je sais que ça va être compliqué, mais bon, on me vend le truc en me disant, c'est extraordinaire, ça va se faire tout simplement. Alors évidemment, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, parce que quand vous rentrez avec votre outil en fait chez vous, là commencent en fait les petits problèmes. Et là, vous dites tiens, c'est bizarre, l'outil que j'ai vu là dans une démo salon, il fait pas exactement ce que je demande. Donc premier réflexe, c'est ce que je fais, j'appelle l'éditeur ou l'intégrateur en lui disant je comprends pas, mon outil fait pas ce que je veux. Et là, vous avez tout de suite une réponse, c'est-à-dire monsieur, ce qui va pas, c'est le carburant. Donc le carburant, Dixit l'a donné. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner en fait quelques exemples de ce que nous on a vécu. Alors là, le premier exemple, en fait, c'est sur un groupe média B2B, hein, donc spécialisé dans le monde de la finance. Donc cette histoire, en fait, je pense, elle reflète assez bien ce qu'on vit dans la majorité des entreprises, c'est-à-dire que Olivier en parlait en fait en termes d'évolution et de rapidité. Donc la 4e révolution industrielle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle a en fait un attribut particulier, c'est l'accélération du temps. Ça veut dire qu'en très peu de temps se passe beaucoup de choses. Donc depuis une quinzaine d'années, on a pu voir en fait dans les départements des entreprises plein de nouveaux services arriver, plein de nouvelles activités, on va dire. Donc le social media, etc., l'intelligence artificielle. Enfin, il y a plein de nouveaux sujets qui arrivent et qui complexifient d'autant en fait l'organisation, puisqu'à chaque fois il faut des experts en fait pour faire ça. Le problème, c'est qu'on silote l'entreprise. Donc on silote l'entreprise en termes d'organisation, mais surtout en termes de système d'information. Et ça veut dire quoi, siloter l'information? Ça veut dire que mon client, Monsieur Dupont ou mon entreprise, en fait, elle se trouve en fait dans 4 ou 5 systèmes ou 20 systèmes d'information différents, ce qui fait que j'ai une vue partielle dans chacun de ces systèmes
qui répond à des besoins métiers, mais au global, je ne sais absolument pas agréger en fait l'ensemble de ces informations sur mon entreprise ou sur mon client final. Donc ça, c'est un énorme problème, parce que derrière, ça va engendrer quoi? Donc on en parlait tout à l'heure, un problème de vision unique. À partir du moment où on n'a pas de vision unique, on ne peut rien faire. Ça veut dire que la priorité pour commencer à construire un parcours client, c'est d'unifier en fait ce client avec les données qui lui sont propres. La deuxième chose, c'est de mettre en fait la dimension connaissance, c'est-à-dire de se dire, bah tiens, on va commencer à faire un profil dessus, on va commencer à scorer, faire une typologie, et en fonction de ce scoring et de cette typologie, on va créer des logiques d'activation diverses et variées. Donc ça peut être en fait alimenter des briques métiers pour faire du marketing en fait automation, en acquisition ou en fidélisation. Ça va être alimenter correctement en fait mon service relation client, pour faire en sorte que lorsque le client appelle, eh bien, en fait, je puisse lui fournir des informations pertinentes et pas partielles, parce que je crois que le client, ça l'énerve un petit peu quand en fait, il s'est adressé à 5 ou 6 personnes dans l'entreprise et qui suit un parcours qui n'est pas cohérent. Au bout d'un moment, il dit l'entreprise n'est pas vraiment sérieuse, donc c'est fondamental. Donc on voit bien que si on n'a pas de vision unique, bah derrière, en fait, après, ça gère des pressions au marketing, parce que chaque service en fait veut s'adresser au client, mais comme il n'y a pas d'unicité en fait de la pression ni marketing ni commercial, bah, le client, on le saoule. Et donc, au bout d'un moment, le client, qu'est-ce qu'il fait? Opt-out. Donc ça, vous le vivez tous. Et en fait, le risque stratégique, c'est d'effriter, entre guillemets, le capital client parce qu'on n'a pas, en fait, une communication intelligente. Deuxième cas, en fait, donc c'est un acteur du retail. Hein, donc là, on parle vraiment d'un acteur important. Et lui, c'est pareil, lui, il est allé dans un salon, on lui a vendu en fait une belle solution CRM qu'on connaît tous, en lui disant, bah tiens, en plus, j'ai une autre solution pour toi, c'est une vision unique, et puis tu vas voir, c'est en 3 clics en fait ça se fait, et donc ça va te permettre d'agréger tous tes flux de tous tes magasins, etc., dans ta belle boîte en fait très connue, et ça va se faire tout simplement. Bon, il l'a fait. Et puis le problème, c'est qu'à un moment donné, donc sur 10 millions en fait de contacts, à la fin, il y a 100 000 contacts qui sont exploitables. Et là, on se dit, bon, j'ai investi beaucoup d'argent, etc. On m'a dit que c'était facile à mettre en place, mais globalement, mon responsable CRM il me dit, écoute, entre 10 millions et 100 000, il y a un petit problème. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est du réel, ça se vit en fait au quotidien. Et je pense que vous avez sûrement des expériences identiques. Troisième exemple, en fait, c'est un grand compte de l'audiovisuel. Là, c'est pareil. Donc, on nous demande d'intégrer à un moment donné, en fait, 500 000 emails. 500 000 emails, mais il y a absolument aucune autre information. Donc vous comprenez que pour faire des campagnes relationnelles qui doivent être un petit peu intelligentes et justement pouvoir répondre aux attentes du client, avec des informations comme ça, on se pose des questions sur la pertinence en fait d'avoir une donnée seule en fait unique comme ça. Donc là en fait se posent des problèmes de sens. C'est en fait on a de la donnée, mais c'est pas vraiment de l'information et c'est encore moins de la connaissance. Parce que là, c'est pour rebondir un petit peu aussi sur Olivier. Pour nous, on fait vraiment une distinction entre de la data. La data, c'est en fait le pétrole brut. L'objectif derrière, en fait, c'est de le transformer en information. Ça veut dire une donnée intelligente. Une information, c'est une donnée intelligente. Et l'étape d'après, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est capable, en fait, d'avoir de l'information, on peut, en fait, donc faire tourner des outils, en fait, spécifiques pour pouvoir se dire, bah tiens, je suis capable de modéliser, je suis capable de voir, en fait, des choses qui se ressemblent et donc de pouvoir anticiper des événements. Ce qui est propre au marketing. Alors, ça veut dire quoi en fait tout ça? Ça veut dire que, en gros, malgré le fait qu'on ait une vision stratégique qui soit bonne, et je pense que la plupart des marketeurs l'ont, malgré le fait en fait qu'il existe aujourd'hui grand nombre de solutions et de qualité, je dirais, sur le marché, et ça, il y a pas de problème là-dessus, il faut quand même pas oublier qu'il y a un prérequis qui est le prérequis data. Et ça, en fait, ça s'invente pas. Donc, souvent dans les entreprises, ça a été un sujet qu'on a délaissé, pour des raisons diverses en fait. Hein. On n'a pas voulu investir en fait sur cette brique-là. Il ne faut pas penser qu'en fait en achetant un outil miracle, vous allez solutionner 20 ans en fait de problématiques data. C'est le carburant en fait de votre entreprise. Donc si vous ne réglez pas en fait définitivement le raffinage de ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc voilà, donc pas de prérequis data égale pas de marketing efficace. On se rejoint complètement en fait sur le constat. Je pense que c'est évident. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
Donc en effet, l'idée c'est de se dire, bah ok, j'ai aujourd'hui en fait un certain nombre de données dans mon entreprise, un certain nombre de SI, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est en effet stratégiquement, et donc stratégiquement ça se fait au niveau de la direction générale, penser à créer de la smart data, donc smart data, de la donnée intelligente. Et donc là, il n'y a pas de solution miracle en fait, mais il y a en fait des méthodologies, en tous les cas que nous on éprouve depuis un certain nombre d'années. On commence en fait par transformer la donnée en information. Donc en gros, on a toujours nous trois niveaux en fait. On a un niveau ce qu'on appelle technique ici, donc à gauche. Donc voilà comment ça va se passer techniquement. Il y a un niveau en fait qui est plus en fait fonctionnel, ça veut dire au niveau des métiers, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis il y a un niveau à droite qui est le niveau stratégique. Donc en gros, objectif stratégique, unifier les données clients. Ok. Ça concerne qui? Ça concerne en fait les gens qui vont travailler sur ce qu'on appelle un référentiel client unique. Et c'est composé de quoi un référentiel client unique? C'est composé d'interfaces qui vont se connecter donc en fait à des systèmes sources, vos systèmes clients existants, et qui vont communiquer avec. C'est composé de briques donc de data quality management pour en fait unifier, corriger en fait l'information et l'enrichir. Donc pour pouvoir comparer ce qui est comparable et arriver à tous les processus en fait de vision unique. Pourquoi pas au passage en fait se dire bah tiens, je peux aussi en profiter pour faire de la complétude d'informations. Souvent en fait quand on fait des travaux d'unification de données, on se rend compte que les taux de contactabilité pour la relation omnicanal sont très faibles, donc on peut avoir 15% de taux d'email. C'est un canal stratégique pour vous. On va peut-être se dire bah si je voulais rentrer un peu plus en contact avec mes clients, il va falloir que j'augmente en fait ce taux, donc on va le faire. Et encore une fois, il y a aussi une dimension qui est fondamentale, c'est le RGPD. Donc tout à l'heure, Olivier, tu parlais en fait de contraintes légales. J'aimerais quand même vous rappeler un petit article en fait, qui est l'article 5D du RGPD, qui dit en substance qu'on n'a pas le droit de conserver une donnée client à partir du moment où cette donnée client en fait n'est pas mise à jour. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire du stockage massif d'informations sur un client à partir du moment où vous ne pouvez pas prouver au législateur que vous mettez à jour quotidiennement vos données sur la pertinence de ces informations. Donc en gros, aujourd'hui, ce qu'on nous dit en substance, c'est qu'il faut travailler avec moins mais mieux. Donc c'est ça en fait, ça sert à rien d'avoir des mégabases stockées de l'information pour rien, il faut chercher l'efficience et donc chercher en fait quelles sont les données vraiment utiles pour que je puisse en fait entamer ma relation client. Deuxième étape, c'est de transformer donc l'information en connaissance. Donc première étape, on transforme la donnée en information. Deuxième étape, on transforme l'information en connaissance. Et donc là, c'est la brique BI, ce qu'on appelle concrètement. C'est maintenant que j'ai en fait une vue unifiée de mon client, que je sais agréger en fait l'ensemble des informations stratégiques sur mon client, je vais pouvoir me poser la question de qui est mon client, quel profil il a, quel scoring je peux lui donner, quelle segmentation, etc., etc. Pour ça, j'ai donc en fait différents outils, évidemment du reporting, du data mining et du machine learning. Donc l'intelligence artificielle, c'est pareil, je pourrais vous en parler plus en détail. On l'a beaucoup expérimenté. Ce que je peux vous dire en substance, c'est que entre des données structurées et normées et des données qui ne le sont pas, le rapport c'est 75% d'efficacité versus 3%. Donc en gros, faire tourner en fait un outil de machine learning sur des données qui ne sont pas structurées et typées, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est une vraie réalité. L'activation marketing, évidemment, c'est qu'une fois qu'en fait, on a donc des données qui sont agrégées au niveau du client, une fois qu'on a mis de la connaissance sur ce client, qu'on sait exactement le scorer, le segmenter, maintenant ce qu'on veut faire, c'est le scénariser. Donc contextualiser une relation avec lui. Et en effet, là, ça va partir par donc plein d'outils métiers. Donc quelques exemples, en fait, ça peut être du marketing automation, des chatbots, du remarketing, de la personnalisation web. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi dans l'individualisation du contenu. Donc ça veut dire qu'on peut catégoriser du contenu et en fonction de l'individu qu'on a en fait créé, on va pouvoir en fait lui afficher du contenu personnel. C'est l'exemple que Olivier donnait avec Netflix notamment, qui en fait avec de l'IA arrive à catégoriser donc en fait qui vous êtes et donc en fonction de ça projeter les contenus potentiels que vous pourriez apprécier. Et donc évidemment là c'est ce qu'on appelle en fait la couche CRM en gros. Donc on va arriver dans toute la partie métier relationnelle avec le client, que ce soit en fait en support de vente ou en marketing. Donc voilà un petit peu les trois étapes qu'on peut voir. Donc si on résume en fait, le bas de la pyramide, c'est donc de chercher stratégiquement à unifier les données clients. La deuxième chose, c'est de se dire, tiens, maintenant qu'en fait ce postulat est mis en place, je vais pouvoir en fait attaquer la connaissance client. Et enfin, après derrière, c'est de créer de la cohérence dans le parcours client, qui est le véritable garant en fait d'une satisfaction client et d'un ROI pour l'entreprise. Alors,
qu'on a voulu en fait au travers ce business case en fait illustré, c'est un cas qu'on a vu en fait donc chez un de nos clients. Donc notre client en fait est un acteur du monde médical en B2B. Et lui, son objectif, sa vision, c'est de devenir le référent de la presse médicale francophone. Et le problème, c'est qu'il s'est dit à un moment donné, ben voilà, moi j'ai plein de bases de données différentes, de sites web, de data marketing, donc il fait en fait de l'édition, il fait de la formation, il fait plein de métiers, donc ça arrive dans la plupart des groupes, en fait il y a des rachats qui sont faits, et arrive à un moment donné, on se retrouve avec un SI très complexe. Le problème en fait qu'il y a eu à un moment donné, c'est de se dire, en fait j'ai pas de vision unifiée de mon client, et donc pas de vision unifiée de mon client égale connaissance pas possible. Et puis derrière, j'ai un autre problème aussi, c'est comme j'avais 5 ou 6 sites web différents qui proposaient du contenu, c'était pas unifié non plus. Donc j'avais une problématique aussi de catégorisation de contenu. Donc ça, c'était la problématique. Donc la solution qu'on a apportée, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu en fait un projet global intégrant des sous-projets. Donc il y a eu un projet en fait de vision unique client, donc un RCU, et il y a eu un projet en parallèle de catégorisation et unification des contenus donc au sein d'un CMS, donc pour dire voilà, en fonction en fait de telle personne, je catégorise le contenu. Deuxième étape, une fois qu'on est arrivé en fait à ça, on a attaqué la brique en fait de connaissance client pour pouvoir en fait typer, on va dire, chacun des clients, et donc en fonction de ce typage, y associer des contenus catégorisés dans le projet en fait de CMS. Et enfin, troisième brique, en fait, c'est l'activation marketing. Ça veut dire à la fois des parcours clients qui sont cohérents, scénarisés et vraiment adaptés à chacun des clients. Et en plus, en fait, au niveau du web, des contenus qui sont vraiment adaptés à sa navigation. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. C'était extrêmement riche. Est-ce que, avant de passer à la troisième séquence, est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser à William? Alors, je sais que c'est toujours la première question qui est difficile. N'hésitez pas, on est en petit comité. Oui. C'est une question un petit peu simple, on va dire. C'est sur la partie typage que vous avez évoquée sur la dernière slide. Comment est-ce que vous avez procédé pour la partie typage ? Scoring, vous voulez dire? Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a les classiques qu'on connaît tous dans des segmentations RFM ou des choses comme ça. Il y a après des analyses qui sont plus liées en fait à du machine learning qu'on essaie de faire passer. Donc parce que là, on a la chance d'avoir des bases qui sont correctes, qui sont propres, et donc en fait, le machine learning peut apporter quand même des vraies réponses. À partir du moment où les données sont bien typées, bien structurées, là vous avez en fait des outils aujourd'hui qui sont très simples d'accès, qui vous permettent d'avoir un grand vivier de connaissances en fait là-dessus et de valider que votre modèle est bon. Donc il y a deux choses en fait qu'on a réalisées. Je vous dis des segmentations classiques et derrière des segmentations plus anti-PIA.